Le désir impossible à réaliser. Voyons maintenant les pensées liées au désir de faire telle ou telle chose. Car bien entendu, les désirs du petit moi vont continuer à se présenter à vous. C'est tout à fait normal puisque nous sommes incarnés. Cependant, dans votre pratique, vous pouvez vous retrouver parfois face à un mur de refus pour lâcher une pensée. On peut distinguer trois catégories de désirs. Le désir chimérique, le désir réalisable et le désir faussement réalisable. C'est ce dernier qui causera le plus de soucis. D'abord, voyons le premier, le désir chimérique. Vous avez une pensée d'un désir à réaliser. Laissons de côté l'émotion pour ne nous consacrer qu'à la pensée, c'est-à-dire à la racine même de l'émotion. Face à un désir fort qui monte et s'installe en nous, demandons-nous s'il peut se réaliser. Non pas s'il est réalisable dans le futur, mais plutôt s'il est cohérent. C'est la première question à nous poser. Par exemple, si vous souhaitez être millionnaire d'ici demain midi, je vous dirais que c'est tout à fait irréalisable. C'est donc une chimère et vous devriez pouvoir vous défaire de cette pensée. Par contre, si vous le projetez sur les 15 prochaines années, cela reste du domaine du possible. Maintenant, la deuxième question, demandez-vous si c'est juste. Non pas sur le plan moral, bien que cela soit important, mais juste par rapport à vous-même, à votre intériorité. Partant du principe que vous restez bienveillant envers le monde et vous-même, ce désir, cette pensée sont-ils justes? Est-ce vraiment ce que vous souhaitez dans la profondeur de votre être? Ou est-ce une simple lubie de passage? À nouveau, la vigilance, la présence à vous-même peuvent vous aider à identifier si c'est la profondeur de votre être qui s'exprime par un désir fort ou si ce ne sont que pensées superficielles. Ensuite, vient la troisième catégorie, celle qui va engendrer le plus de complexité, les désirs impossibles à réaliser. Les pensées, comme nous l'avons vu, sont soit tournées vers le passé, si j'avais pu, si ça avait été ainsi, etc., soit vers un présent qui serait autre que ce qu'il est. J'aimerais que ce soit comme ça. Quoi? Mais c'est impossible, ça ne peut pas être vrai, etc. Elles peuvent en troisième lieu être tournées vers un avenir possible. Il faudrait que ce soit ainsi. J'ai peur que ce soit comme ça plus tard, etc. Dans les trois cas, l'usage de la pensée renforce l'illusion pour deux raisons cruciales. Ces pensées sont tournées vers un temps où il est impossible d'être. Nous ne pouvons pas être dans le passé, c'est impossible. Nous ne pouvons pas non plus être dans l'avenir. Nous ne vivons toujours que dans l'instant présent, sans aucune autre possibilité. Ces pensées tournent autour du fait que vous êtes une entité coupée et indépendante du reste du monde manifesté. Or, c'est une illusion. Ces deux raisons combinées font que tout un chacun croit que les choses lui arrivent à lui de manière personnelle, alors qu'en vérité, ça arrive. Bien sûr, vous n'êtes pas votre voisin, vous êtes vous. Mais lorsque les choses surviennent, si vous parvenez à prendre du recul, pouvez-vous observer que vous n'êtes qu'une part infime d'une immense toile qui dépasse ce que vous pouvez comprendre? Toutefois, si nous laissons de côté le fait que ça nous arrive pour simplement voir ce qui est arrivé, pouvons-nous répondre de manière plus adéquate en prenant juste un peu de recul? Certainement, d'autant qu'en vous exerçant à cela, vous remarquerez très vite que ce que nous pensons nous arriver à nous touche en fait de nombreuses autres personnes. Vous rappelez-vous l'histoire du père affligé par la blessure à la jambe de son fils? Il prenait cela très personnellement. Or, en prenant du recul, on voit que c'est un grand nombre de facteurs imbriqués qui ont concouru aux événements vécus par tous. Il aurait d'abord pu travailler sur ses pensées pour les transformer de façon positive. Ensuite, il pouvait s'exercer à lâcher prise, à passer au-delà du moi, passer au-delà des pensées. C'était faire acte de foi, de confiance en la vie. Si vos pensées sur le réel sont presque tout le temps fausses, pouvez-vous demeurer confiant? Continuons de voir ce qui peut déranger notre pratique lorsqu'un désir ne peut être comblé et pourquoi la pensée se confronte au réel. Un autre trait du désir impossible à réaliser, imaginé par le mental, est de vouloir autre chose, appartenant souvent à un passé regretté, à la place de ce qui est déjà là. Or, deux choses ne peuvent occuper le même espace. Reprenons l'exemple. Le père croit à la pensée. La jambe de mon fils ne devrait pas être cassée et il devrait pouvoir m'aider.
Cette pensée a traversé son esprit et a retenu son attention. Il y a cru. Et cela a suscité chez lui une émotion et sans doute d'autres pensées, du type «cela m'arrive toujours à moi», «nous sommes malheureux dans la famille», «le mauvais sort s'acharne», etc. Penser «elle ne devrait pas être cassée» n'a pas de sens. Nous parlons bien du refus de ce qui est. Ce qui n'empêche en rien de tout faire pour que la jambe guérisse, bien entendu. Tout cela n'a rien de personnel. Et nous pouvons même le vérifier car la suite des événements, accueillie comme une bénédiction pour son fils et lui, n'a rien de personnel non plus. La souffrance de cet homme est liée au fait qu'il refuse ce qui est et qu'il veut autre chose, une jambe saine, à la place de ce qui est, une jambe cassée. Cette pensée est tournée vers le passé. Le désir d'une jambe saine à la place d'une jambe blessée est donc impossible à réaliser. Une souffrance irréductible demeure tant qu'on reste fixé sur une impossibilité. Les pensées tournées vers une réalité impossible, le passé, le présent irréel ou l'avenir imaginé, produisent un désir impossible à réaliser dans l'instant. La seule chose à faire est de penser avec cette ouverture. Étant donné ce qui est là, que puis-je faire dans l'instant pour la suite? Cette pensée-là est alors utile et saine. Elle l'est d'autant plus lorsque, sans vous obnubiler sur elle, vous ne la considérez que comme un simple conducteur vecteur faisant partie de l'ensemble. Vous êtes la vague dans l'océan, la partie insérée dans le mouvement irrépressible du grand tout. Avec ce point de vue, vous vous mettez au service de la totalité, tout en respectant la partie infime que vous êtes. D'ailleurs, cela se fait de soi-même. L'ego, en tant que partie, est alors à sa place et ne se prend plus pour le roi. Il est un serviteur du tout et, en tant que partie, joue son rôle. À nouveau, voici la phrase qui peut vous transformer. Ici et maintenant, étant donné ce qui est, que puis-je faire? Bien sûr, si la souffrance est là, il est nécessaire de ne pas la nier, car c'est aussi ce qui est. Il s'agit donc de pratiquer en même temps l'accueil de la souffrance, émotions, ressentis, etc., et le constat de la demande impossible. Ainsi, de jour en jour, il se cultive en vous une sorte de bienveillance. Tout ceci implique de voir ce qui est, d'être vigilant, ouvert et d'accepter autant votre intériorité, émotions, pensées, troubles, que ce qui se trouve à l'extérieur. Ceci constitue une part importante de la voie. À partir de là, toute chose peut vous faire progresser dans l'ouverture du cœur, l'accueil de ce qui est et approfondir votre compréhension de la voie. La paix intérieure se révélera peu à peu. Les voiles recouvrant la paix toujours présente en vous se dissiperont. Au lieu de projeter des regrets ou des craintes de l'avenir, la pensée peut se mettre au service du réel et, par là même, devenir utile dans le sens où l'intelligence propose un acte ou un lâcher-prise en fonction de ce qui est et non plus en fonction d'une impossibilité, ce qui aurait dû être, devrait être. Une pensée rafraîchie se fait jour. En conclusion, si la pensée «moi» se projette vers le passé, le présent ou l'avenir imaginé, les illusions combinées fabriquent un monde d'une totale irréalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est traditionnellement dit que nous ne sommes prisonniers que d'une chose, nos pensées. Vous noterez qu'il n'est pas question de l'ego, mais des pensées, car la racine de l'illusion est une pensée. Je suis une entité séparée du tout. La vague est-elle séparée de l'océan? Pourtant, l'ego affirme exactement cette absurdité à chaque instant. Il l'affirme à travers une autre illusion, le temps psychologique. Voilà qui nous amène au sujet suivant, l'illusion du temps. Le moment présent. Lorsque votre attention est dirigée vers l'intérieur, que vous sentez votre corps énergétique et désengagez votre attention du mental, vous retrouvez immédiatement le calme et la présence. Si la situation exige une réaction, celle-ci émanera d'une source plus profonde. Tout comme le soleil brille infiniment plus que la flamme d'une bougie, il y a infiniment plus d'intelligence dans l'être que dans votre tête. Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Perception de l'illusion partagée du temps. L'humanité partage l'illusion du temps horloge, illusion ô combien pratique.
C'est ce qui nous permet de fonctionner dans le monde manifesté pour nous rencontrer, partager du temps, projeter dans un avenir, imaginer collectivement, un rendez-vous, prévoir des vacances, etc. Et tout cela grâce à des pensées transformées en actes. Où que ce soit sur la surface du globe, l'humain fonctionne au travers de ce temps horloge. Pourtant, cette illusion est déjà en elle-même bien relative, puisqu'au moment et à l'endroit où vous lisez ces mots, ce temps est différent ailleurs sur la planète. Mais il existe une autre forme d'illusion du temps, le temps intérieur subjectif, le temps psychologique. Il est produit et entretenu par les pensées projetées dans un temps imaginaire, le passé ou le futur. Le flot incessant des pensées tournant dans le mental construit l'illusion d'un mouvement qui s'écoulerait vers l'avenir. Mais cet avenir n'existe pas dans le présent. La seule réalité qui existe vraiment est l'instant. Ce processus d'engendrement des pensées se fait, répétons-le, mécaniquement, sans qu'on en ait véritablement conscience. Il se projette dans un sens ou l'autre du temps et nous exile de l'instant, puisque nous ne le vivons pas, mais le pensons. C'est pourquoi certaines pratiques spirituelles insistent tant sur le retour à la sensation du corps, pour revenir à l'instant présent. La sensation ancrée dans le corps éteint la pensée. Dès lors, nous sommes en conscience et plongeons dans l'instant tel qu'il est, ici et maintenant. Sans cela, nous restons trop dans le mental, sans choix véritable, hypnotisés par le flot continuel des pensées. Si nous avions le choix, cela ne poserait pas de problème. Mais nous n'avons pas le choix, jouet de nos pensées et des émotions qui en découlent. Comment faire alors pour en sortir? Comment vivre l'instant tout en continuant d'utiliser la pensée sans en être victime? Une seule issue, la vigilance et la conscience qui l'accompagnent. Quand pouvons-nous être vigilants? Maintenant. Être dans ce qu'on appellera le présent déjà là. Le présent déjà là. Lorsque nous entrons de plein pied dans l'instant, se produit un phénomène qui nous le fait goûter. Nous vivons alors intégralement ce qui se passe en nous, sensations, émotions, pensées, et autour de nous. D'un certain point de vue, nous pourrions prétendre que cela renforce l'idée que nous sommes indépendants vis-à-vis de l'extérieur. Mais il n'en est rien. Au contraire, nous percevons en fait, de manière aiguë, à quel point tout est lié. De cette plongée dans l'instant découle la prise de conscience que ce présent n'est pas un segment du temps que l'on pourrait nommer présent, mais un temps déjà là. Ici et maintenant, le monde est là, déjà lui-même. Et en d'autres termes, ce qui est déjà. Le moment présent n'est pas quantifiable. Il ne se pense pas, mais se vit. Ce n'est pas véritablement un fragment de temps délimité dans lequel nous pourrions nous insérer. C'est plutôt un flux dans lequel nous pouvons nous baigner et que nous pourrions appeler présence, sous-entendu présence dynamique. Nous passons alors du flux des pensées au flux de la vie elle-même. Nous avons déjà brièvement abordé ce point, mais il est important de l'approfondir. Quand nous sommes présents, c'est-à-dire moins dans les pensées du mental et plus dans le vécu de l'instant, l'ego et les pensées s'estompent. Le monde manifesté est perçu comme étant spontanément déjà là. Ce n'est plus l'instant présent qualifié ainsi par le mental, mais le présent déjà là, car tout est déjà là. C'est une nuance cruciale. Ce n'est plus un concept mental de plus, mais un état d'être. Et dans cette perception, le constat est net. Ce qui est déjà là. En d'autres termes, en voyant le présent déjà là, en l'accueillant, le mental et l'ego s'effacent, au moins momentanément. Ne demande point que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Épictète. Voyons concrètement quelle en est l'application quotidienne possible. Vous pouvez faire l'exercice suivant. Pouvez-vous empêcher dans l'immédiat que l'instant soit ce qu'il est? Non, il est ce qu'il est. Le présent est. Il est déjà là, sous vos yeux. Faites l'exercice. Asseyez-vous au calme. Respirez calmement et observez autour de vous. Voyez le réel spontanément présent autour.
Rien ne peut faire qu'il soit autrement dans l'instant. L'instant présent est spontanément existant, partout, ici et maintenant, à chaque instant. Être inséré dans l'instant présent, c'est constater que nous sommes une part d'une réalité qui nous dépasse complètement. Vous constaterez qu'il se produit alors une trouée au sein même des pensées. Pouvez-vous voir qu'un espace se produit entre les pensées? En nous libérant des pensées, nous pouvons voir qu'à chaque instant du déjà là, la vie nous place dans un théâtre universel et nous demande de jouer notre rôle. Retournons à la simplicité. Comme un musicien, nous n'avons pas écrit notre partition, nous ne sommes pas chefs d'orchestre, et chaque note se joue uniquement dans le présent. La naissance et la mort marqueront le début et la fin de notre partition unique. Nous avons donc simplement à être des conducteurs de ce flux de vie qui nous traverse et dont nous ne sommes pas propriétaires. Nous ne pouvons goûter cela qu'en remettant en question la validité prétendue de nos pensées et en goûtant nos émotions sans les nier. Cela indique que vivre à partir de cette ouverture à l'instant demande vigilance, mais aussi une forme de courage pour vivre pleinement nos existences avec tout ce qu'elles peuvent comporter. En faisant feu de tout bois, grâce à la richesse même de la vie, nous devenons chaque jour plus ouverts et plus profonds intérieurement. En observant nos pensées et en ne suivant plus leur monde imaginaire, nous entrons dans le monde tel qu'il est, changeant, fluide, sans cesse nouveau. Quelle est la réalité de ce qui est dans l'instant? Chaque cause est la conséquence d'une autre. Tout est en interaction permanente avec tout. Ainsi, notre propre partition participe d'une symphonie si vaste que l'esprit humain ne peut la concevoir. Le tout ne peut être perçu par la partie, c'est simplement impossible. Alors, revenons à l'extrême simplicité de vivre ici. Afin de revenir au réel, je propose souvent de poser cette question: quelle est la réalité de ce qui est, dans l'instant? Que me demande la vie par l'intermédiaire des situations ou des personnes? Penser cela, est-ce vrai? Est-ce possible? Relié au réel? Fais-je de mon mieux pour voir le réel tel quel? Travailler sur nos pensées pour les laisser partir et nous en libérer nous rend libres de voir ce qui est. Nous jouons notre rôle, bien sûr, mais sans y être attachés. Nous répondons de manière plus fluide à ce que nous demande la vie. Depuis cette perspective infiniment plus vaste, la compassion vis-à-vis de l'autre et de nous-mêmes naît spontanément. Et les questions «pourquoi?», «dans quel but?», se noient dans le mystère, car nul n'a de réponse à cela. La vague demande-t-elle à l'océan «pourquoi?», «pourquoi suis-je une vague?», «où vas-tu, vaste océan?». La fraction qu'est l'ego ne peut répondre aux questions du sens de la totalité. Où pouvons-nous aller? Pourquoi vivre? Ces questions sont laissées de côté, non pas par abandon morbide, mais simplement parce que la réponse n'est pas du niveau de la question. Quel est le goût de la fraise? Le savez-vous avant de l'avoir goûté? L'expliquer ne changera rien et ne remplace aucunement l'expérience. Les mots qui sont reliés à la pensée ont leur importance, mais deviennent aussi des pièges lorsqu'ils la remplacent. La fin du mental, c'est la fin du pourquoi métaphysique. C'est la naissance d'un abandon au réel, d'un relâchement dans le flot de la vie. Est-il possible d'avoir une réponse au mystère insondable du monde? Voulez-vous continuer à vous en protéger? Ou voulez-vous plonger et commencer à nager dans cet océan? La voix nous invite à nous laisser parcourir par le souffle de la vie et jouer notre rôle dans l'espace-temps qui nous est imparti. Nous sommes dès lors vibrants de vie. Nous vivons pleinement, y compris une vie active pleine autant que des temps calmes. Nous pensons de moins en moins notre existence pour de plus en plus la vivre. Et si parfois la vie, dans l'instant, nous demande une réponse forte, directe et sans détour, alors nous la donnons. Afin de ne pas nous perdre dans des détails que pourrait nous proposer encore le mental, tranchez directement dans votre illusion, et si vous êtes un peu confus, revenez à la sensation du corps et respirez simplement. Puis, posez cette question, qui est toujours un magnifique support:
Dans l'instant, étant donné ce qui est, que me demande la vie? Que puis-je faire pour l'instant qui suit? La réponse sera inévitablement accueillie dans l'instant qui suit et sera de nouveau le présent déjà là. Le présent est comme un socle. Lorsque vous intégrez le moment présent, vous pouvez ressentir que ce déjà là lui-même vous accueille. Le présent est toujours là. Quoi que vous fassiez, que vous restiez des jours entiers uniquement dans votre mental, exilé de l'instant réel, si vous revenez à l'instant présent, il est là. Le présent déjà là vous accueille. Le présent est comme un socle, une terre qui vous porte, un souffle qui vous traverse. Cela est extrêmement rassurant d'un certain point de vue. Quoi qu'il se produise, le présent est là et vous pouvez prendre appui sur lui. Tel événement semble une difficulté, une souffrance? Peut-être, mais c'est néanmoins votre point de départ. C'est là votre support et le point d'appui pour la suite. En vérité, ce déjà-là est un réel tout compatissant. Nous n'avons pas à faire lorsque nous revenons à lui, mais simplement à être. Une fois que nous sommes libérés de la pensée, l'action prend place naturellement si elle doit être faite. Rien n'est fait prématurément. La naissance de l'émotion. Dans notre vécu de ce présent, nous pouvons faire l'expérience de l'émotion d'une manière toute nouvelle. L'émotion peut être en elle-même le facteur déclencheur d'une hausse de vigilance. En effet, imaginons que vous n'êtes pas très vigilant à un moment donné de votre quotidien et qu'il se produise un événement qui vous touche. L'émotion se lève en vous, et alors, au lieu de vous laisser emporter, vous pouvez revenir à l'instant présent avec une hausse de vigilance et vous servir précisément de cette émotion pour approfondir votre présence. Cela change tout. Car au lieu de prendre l'émotion comme faisant obstacle à votre paix, à votre vigilance, vous la prenez comme un signal, vous indiquant que vous avez quitté la réalité et votre accueil de ce qui est, pour plonger dans un refus du réel. L'émotion, la souffrance, même la petite souffrance, vous indique qu'une pensée a traversé votre esprit, que vous y avez cru. Celle-ci, sans avoir été remise en question, a provoqué une émotion. L'émotion est toujours précédée d'une pensée. Toujours, même si vous ne la voyez pas. Voilà une autre raison pour questionner vos pensées. Mais pour les questionner, il faut les voir en face, en prendre conscience, puis les laisser partir une fois que vous avez clairement compris l'inutilité d'y croire. La vigilance, l'ancrage au corps et à la sensation d'être ici et maintenant demeurent les pierres angulaires de la pratique. La pensée, l'émotion et le corps. L'émotion naît lorsque vous refusez que ce qui est soit dans l'instant. Vous voulez, ou plutôt la pensée à laquelle vous croyez, veut autre chose à la place de ce qui est. Or, cette place-là est déjà prise par le réel. En résumé, le conflit se joue parce qu'une pensée vient se calquer sur le réel. Elle le déforme, voire le nie. Votre imaginaire créé par la pensée et le réel s'affrontent et engendre un refus. De ce refus découle l'émotion. Il y a friction. Mais par-dessus ce premier refus peut se glisser un second, celui de votre émotion. C'est pourquoi il est difficile au début de dénouer et d'accueillir tout cela. Simplement parce qu'il demeure en nous de multiples strates d'émotions, de refus, de croyances accumulées. Soyez donc bienveillant sur votre chemin, tout en restant fidèle à votre ressenti, dans le respect du réel. S'il y a d'abord refus, l'instant qui suit peut changer cela. Mais l'instant présent, lui, est, rappelez-vous, déjà là. Nous ne pouvons agir que dans le passage du flux de la présence. L'action éveillée se situe là. La superposition du mental au réel a d'autres conséquences que la simple émotion. Elle entraîne avec elle les trois corps, ou centres, physique, émotionnel et mental. Si bien que le corps, lui, croit à cette pensée et la prend pour le réel. Une sensation physique naît en répercussion, faisant écho au corps émotionnel. C'est là un point capital. Prenons un exemple simple, mais qui illustre très bien cela. Si je vous dis par exemple « Attention, il y a un serpent derrière vous », et que vous y croyez,
Vous aurez peur. Pourtant, il n'y a pas de serpent derrière vous. Ce qui s'est passé est simple. Premièrement, vous avez cru à la pensée. Deuxièmement, la friction avec le réel a déclenché une émotion, la peur en l'occurrence. Troisièmement, votre corps y réagit en envoyant immédiatement les hormones, adrénaline, etc., créant la tension nerveuse, les contractions musculaires, etc. Voilà la réaction en chaîne qui, bien sûr, se poursuit. Le stress créé génère ensuite l'activation de mémoires émotionnelles enquistées, qui, à leur tour, font naître d'autres pensées, entraînant de nouvelles émotions, etc. Mais, revenons à la base, à la première pensée, il y a un serpent derrière moi. En vérité, pour être exact, ce n'est pas moi que vous croiriez, mais la pensée qui aura traversé votre esprit et qu'à défaut de questionner, vous prendrez pour la réalité. Vous vous auto-validez. En un éclair, vous validez le fait qu'il y a un serpent. C'est ainsi que vous croyez à votre pensée, et le corps croit à cette pensée parce que pour lui, votre perception est le réel, même si ce n'est pas le cas. Ce processus est lié au réflexe de survie naturelle, bien entendu. Vous êtes un espace d'accueil. Une autre découverte de taille accompagne tout cela. Vous avez un espace d'accueil pour vivre et laisser partir l'émotion. En fait, ce n'est pas un espace que vous avez, mais un espace que vous êtes. Nous l'avons vu plus haut. Lorsque vous commencez à lâcher vos pensées, à ne plus y croire systématiquement, il se produit tôt ou tard un espace entre vos pensées. Vous pouvez alors voir l'espace d'accueil qu'est la conscience. Vous êtes la conscience, la paix des profondeurs. Vous êtes déjà cela. Ce n'est pas quelque chose que vous construisez, c'est quelque chose qui se révèle à vous. Constat important, parce qu'il implique que ce n'est évidemment pas l'ego qui accueille l'émotion, il en est incapable, non, c'est l'espace, ou la conscience si vous préférez. En vérité, l'émotion, comme les pensées, naissent et meurent au sein même du champ de conscience. C'est la vision étriquée et identifiée du mental qui fait croire que l'émotion est une chose extérieure qu'il nous faudra contrôler, étiqueter, et nier ou pas. La pratique d'ouverture et d'accueil décrite plus haut va de pair avec le processus de désidentification. En d'autres termes, l'ego est identifié. La conscience est l'accueil. Mais tout cela reste de la théorie, et il n'existe qu'un seul moyen de découvrir ce qu'il en est vraiment. Plonger dans l'émotion, la goûter, la reconnaître et la laisser partir. Cela signifie aussi rester connecté à la sensation du corps, pleinement en conscience. Soyez attentifs pour aller plus loin encore. Vous êtes un espace d'accueil, certes, mais non un espace de recueil. Vous accueillez, oui, mais vous laissez partir aussi. Ne retenez ni vos émotions, ni vos pensées. Rassurez-vous, vous n'allez pas devenir insensible, bien au contraire. Vous allez devenir ce que vous êtes déjà, vaste. C'est-à-dire pouvoir vivre pleinement tout ce qui est en vous-même et en dehors de vous-même. Ensuite, lorsque votre pratique d'ouverture et de vigilance s'affine, vous pouvez voir que l'émotion débute souvent de manière beaucoup plus subtile et bien plus tôt que ce que vous pouviez percevoir auparavant. Si l'on imagine l'émotion comme une vague qui débute toute petite pour croître, vous percevez le moment où l'émotion naît. Vous sentez l'amorce de la vague. Votre pratique s'affine. Vous devenez plus ouvert, plus perceptif au niveau physique, émotionnel et mental. Vivre ainsi l'émotion vous apporte une nouvelle intelligence émotionnelle. Le processus alchimique qui transforme l'énergie brute de l'émotion vous mène aux portes d'un sentiment plus vaste et plus stable. Mais cela reste aussi très organique, car nous sommes incarnés. Cela vous ouvre les portes d'une cohérence physique, sexuelle, émotionnelle et mentale nouvelle. Bien sûr, rien n'est parfait, et vous ne serez jamais parfait. Mais le fonctionnement même de votre rapport au monde change bel et bien en profondeur. Il se peut même qu'avec le temps, vous découvriez que votre pratique devient d'elle-même intelligente, fine, comme ayant sa vie propre. Ce n'est plus une pratique, mais simplement une intelligence de vie qui n'est pas à vous, mais qui œuvre en vous. Accueillir
est une position intérieure signant le dépassement du mental et de l'ego. Accueillir et laisser partir est un acte d'ouverture. Cependant, on ne peut accepter pour s'en libérer que ce que l'on reconnaît en face. Ainsi, on accepte et on dépasse une peur d'autant plus qu'on la connaît vraiment. Et si le mental regimbe, c'est parce qu'il ne veut pas perdre le contrôle. Il préfère les habitudes, le connu, le train-train. Affronter sa peur, c'est faire face à la peur du changement, la perte du contrôle. Cela impliquerait que vous commenciez à lâcher prise et à aller avec le mouvement de la vie plutôt que contre lui. Toutefois, soyons encore plus précis. Affronter ne doit pas impliquer le combat, mais au contraire, le non-combat. De la même manière qu'un grand maître d'arts martiaux n'a pas besoin de se confronter à l'autre pour vaincre. Son non-agir ou son acte sur fond de lâcher-prise sera sa victoire. Sa souplesse, le fait d'épouser la force de l'adversaire, lui apporteront le triomphe sans combat. Voilà où nous diriger. Faire avec tout ce qui est. Faire feu de tout bois, avec les émotions, avec les défis, avec les croyances, avec les pensées. L'inévitable changement. Faire avec ce qui est, c'est revenir à la simplicité. Lâcher toute prétention, y compris la plus subtile, la prétention du chercheur spirituel ou du soi-disant bon disciple. Lâcher cela, c'est aussi ce qui permet de revenir à ce qui est. Tout ce qui est et non pas ce que l'on croit qui est. Et cet ensemble inclut le changement incessant. Danse silencieuse et permanente du réel qui se vit jusque dans le corps. Depuis le balancier des saisons jusqu'à vos humeurs du matin et du soir, d'avant et après ce coup de fil, d'avant et après ce mal de ventre. Depuis le constat des variations de vos pensées jusqu'à l'indicible paix des profondeurs. Faire un avec ce qui est. Voilà la possibilité d'une vie complète, car pleinement vécue. Le changement est inévitable, à tous les niveaux, et vous le sentez. Au fond de nous, chacun le sait, mais de façon inconsciente. Sinon, notre attitude serait bien différente, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le changement bouscule tout, surtout l'ego et le mental qui résistent au changement profond. L'ego souhaite tout contrôler, il déteste le changement, mais par-dessus tout, il craint, vous craignez, de souffrir. Vous pensez que vous allez souffrir. Il importe là d'accueillir l'envie de rejeter notre ombre, d'accueillir notre propre imperfection. Accueillir notre pensée, ici, simplement, et la relâcher. C'est paisible et tout à fait simple en fait, le voyez-vous? Si vous faites preuve de vigilance, vous pouvez voir les peurs plus clairement. À partir de là, vous êtes avec ces peurs et non plus contre elles, et ce, d'autant plus qu'elles sont mises en lumière, qu'elles ne travaillent plus dans l'ombre avec les pensées mécaniques qui tournent en rond. Les peurs ne vous rongent plus, mais vous dansez avec. Pouvez-vous accueillir vos pensées? Pouvez-vous accueillir vos peurs, vos émotions, vos doutes? Posez-vous la question. Cela ne revient-il pas à vous accueillir vous-même? Bien sûr que oui. Nous avons fait le tour. D'abord, questionnez vos pensées, les tournez en pensées positives, puis les lâchez complètement. Lâcher les pensées fait percevoir des trouées entre les pensées, l'espace d'accueil. Vous pouvez voir que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui accueille. Vous êtes vaste, vous n'êtes pas cet aimable petit moi. Mais la pratique continue, bien entendu. Il faut être patient et persévérant. Accepter les défis que va vous apporter votre pratique, c'est accepter le changement et les peurs qui les accompagnent. Reconnaissez vos peurs tapies dans l'ombre de ces défis. Goûtez-les. Cela demande une grande audace. Mais, vous verrez, elles perdront de leur force et vous finirez par gagner de l'énergie. Tout défi porte en lui les germes du changement. C'est pourquoi ce sont des défis. Et l'existence n'est faite que de changements permanents. Mieux vaut alors leur emboîter le pas que leur résister. Voilà le cœur de l'enseignement. Accompagner le mouvement, plutôt que de lutter contre. Accueillir et laisser partir, comme une respiration. Derrière cela, répétons-le, ce n'est pas l'ego qui accueille, mais l'ouverture en vous. Cette ouverture est liée à la vigilance, à la présence à l'instant.
Cette présence à l'instant est la non-résistance intérieure. Voir votre pensée et la laisser partir. Ayez le courage de vivre votre existence pleinement. Et pleinement signifie avec les deux mouvements de la vie. Un flux fort vous accompagne. Vous ne pouvez être entier que si vous êtes dans la danse, et la danse offre deux figures. Un moment d'expansion et un moment de rétractation encadrant une pause. C'est le mouvement naturel de développement et de décroissance de la vie. C'est toujours yin, puis yang, puis yin à nouveau avec toutes les subtiles nuances qui constituent la richesse et la complexité du monde, aussi bien pour le monde extérieur que pour notre monde intérieur. Vivre pleinement, c'est vivre en relevant ces défis-là, petits ou grands, pour en faire une opportunité de grandir intérieurement. Cela ouvre la possibilité de retrouver cette paix intérieure qui est toujours dans notre profondeur. Et si, extérieurement, le défi ne semble pas porter les fruits attendus, ne perdez pas espoir. Peut-être qu'autre chose se trame en vous et sans vous. La vie vous porte à chaque instant. Le sentez-vous? Le voyez-vous? Vous participez déjà au grand mouvement. Voilà pourquoi nous pouvons parler de danse de la vie dans son infinie bienveillance. Nous pouvons y participer avec notre cœur. La vie vous danse, ici et maintenant, partout et toujours. Il s'agit de le vivre et non de le penser. Voyez-vous clairement maintenant que vous n'êtes prisonnier que de vos pensées? Bienvenue sur la voie. Vous venez d'écouter Se libérer des pensées de Lionel Cruzille, lu par Damien Viteka, une production d'Audible Studio.